Eh bien, bonsoir à tous et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Marie Farpard, la directrice du salon Fleur Event. Et déjà, avant toute chose, je voudrais vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel de cette soirée, qui est très importante pour notre profession et qui va se jouer à guichet fermé. Donc déjà, rien que pour ça, merci beaucoup. Merci. Il nous a paru important à Emmanuel Ricard, Franck Prost et Valor d'ouvrir la discussion et de donner la parole à toutes les positions de notre filière, depuis la formation jusqu'à la vente, en passant évidemment par la production. L'objectif de cette soirée n'est bien évidemment pas d'opposer la fleur étrangère à la fleur française, mais plutôt de valoriser la place de la fleur en France et de réfléchir ensemble à son avenir. Comme vous le savez, la conjoncture internationale est plutôt tendue et on sait que ça va sûrement encore impacter notre filière. Donc l'enjeu de ce soir, c'est de faire le point, de savoir où on en est, de savoir ce que l'on sait, de savoir où il faut qu'on aille pour mieux envisager le futur. Donc je voudrais remercier Bruno Mazet et Julie Florenat qui nous ont fait cette super décoration végétale de la salle. Jean-Claude Gendarme et puis Doudou pour la sono, parce que c'est vraiment très sympa d'avoir tout organisé. Et puis évidemment Valor, qui est le soutien de l'organisation et de la coordination de cette soirée. Voilà, j'ai fini et moi je vais vous laisser entre les mains des animateurs et des intervenants. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Alors moi je serai un petit peu le poil à gratter de cette soirée et je vais commencer par une phrase un petit peu choc. Offrir un bouquet pour la Saint-Valentin est-il un crime? Alors c'est une phrase que j'ai pu lire dans la newsletter de Luc Carole, que certains connaissent, un journaliste de la filière. Bonsoir à tous, je suis donc Franck Prost, je suis horticulteur de formation, je suis fleuriste depuis plus d'une trentaine d'années. J'aurai le plaisir de vous accompagner durant cet échange et je pense que tout ça va être passionnant. Alors 9 fleurs sur 10 en France seraient importées, ça c'est une source agrimaire. Pour la Saint-Valentin, en plein cœur de l'hiver, la rose reste l'incontournable pour le consommateur, malheureusement. Ça c'est le premier constat. Il y a les médias qui travaillent malheureusement contre notre filière en nous pointant du doigt. Alors sur le front, avec Hugo Clément, envoyé spécial juste avant la fête des mères, l'enquête de l'UFC Que Choisir pile poil la veille de la Saint-Valentin. Importer et polluant, produire aussi. Nous en sommes bien sûr tous conscients de ces problèmes de santé ou d'impact écologique. Mais comment faire face au porte-monnaie du consommateur? Ça, c'est la question un petit peu centrale pour ce soir. Alors, est-ce qu'on peut espérer en une floriculture française retrouvée et si possible éco-responsable? Ça va être également une partie importante de cette soirée. Les consommateurs sont-ils réellement prêts à payer parfois un peu plus cher leurs fleurs? Leur rentabilité, biodiversité et ambition nouvelle, nous allons essayer de faire avancer ce débat ensemble ce soir. Voilà, j'ai planté le décor. Nous sommes ensemble durant à peu près 1h30. On va essayer de cadrer. Manuel, on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Je serai donc aux côtés du tendanceur de l'agence Chlorosphère, Manuel Ricard, qui est à nos côtés pour cette soirée. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Alors Manuel, je vous propose 4 volets dans cet échange. Tout d'abord, nous parlerons formation et restructuration de la filière, avec les nouvelles formations, notamment la floriculture avec la filière bière. En deuxième partie, quoi et comment produire. Retour d'expérience d'un producteur fournisseur des nouvelles fermes florales avec la société RS Couture. Nous aurons également des établissements moins bénéfices, des grossistes qui combinent production propre et import. Troisième temps de notre rencontre, vente. Alors la vente, c'est le nerf de la guerre, bien sûr, avec des détaillants qui répondront à mes questions. Nous aurons les fleuristes de l'imparfait qui ont fait le pari de la fleur de saison à toute saison. Nous aurons également Falabella qui sera avec nous, qui propose des lâchers de fleurs, j'en dis pas plus. Et nous plaçons bien sûr en eux beaucoup d'espoir des producteurs du Var représentés ce soir par le marché aux fleurs de hier, la marque Hortisud, avec Gilles Russe. Je suis sûr qu'il est très impatient de passer au micro. Enfin, en quatrième temps, ce sera la valorisation du Congo producteur détaillant et une très belle histoire que vous avez peut-être aperçue sur France 5 il y a quelques semaines, celle d'un binôme gagnant, le Carden, artisan fleuriste à Avignon et la ferme de Bourgas.
Et pour clôturer cette soirée, un fleuriste sera à ce micro, un homme qui connaît très bien la filière puisqu'il la vit et la sert depuis 30 ans, en la personne de Florent Moreau, qui sera avec nous, il est aujourd'hui président de Valeur. Alors, Manuel, vous interviendrez à chaque fois pour lancer chacun des 4 volets de cet échange, et nous allons commencer par, bien sûr, le premier volet. J'invite les protagonistes à nous rejoindre. Nous allons parler de former et se structurer. Alors, Manuel, si la production doit se restructurer, comment se préparer déjà pour demain? Parce que produire des fleurs et les cueillir à la rosée du matin avec un chapeau de paille, ça fait rêver. C'est pas que dans le Vaucluse, ça fait rêver aussi, mais c'est un métier. Effectivement, c'est le premier thème de la soirée. On invite à nos côtés Stéphane Salmon de Centre de formation qui va nous expliquer comment ils ont pu mettre en place cette formation. Ce soir, tous ensemble. Et juste pour commencer, pour planter le décor, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce sujet de la pollution française? En fait, d'où ça vient? Pourquoi on en parle énormément depuis quelques années? En fait, ça a commencé autour de 2018 où les médias, notamment pour les médias presse écrite ou brut, pour les médias en ligne, ont commencé à parler beaucoup de ce qu'on appelle les floricultures sur les fermes florales. Donc c'est un phénomène qui vient notamment des États-Unis. Vous savez qu'en ce moment, aux États-Unis, c'est très compliqué sur les droits de douane et de taxes, que maintenant, il y a des rébellions presque internes où en fait, on a du mal à se procurer des fleurs qui viennent du sud des États-Unis, qui doivent retransiter par le Canada, Québec, pour redescendre sur les États-Unis, donc beaucoup d'aberrations écologiques. Donc ces fermes florales qui se sont construites petit à petit. Et effectivement, les premières formations sont arrivées du Canada et les premières formations françaises, francophones, sont arrivées du Québec. Donc le modèle, c'est en général des femmes, plutôt majoritairement, indépendantes, sur des surfaces plutôt réduites, 2000 m² à peu près. En France, on n'a pas vraiment de chiffre officiel, on parle au minimum de 180 fermes florales, au maximum de 500 fermes florales. Là, je parle bien de fermes florales et pas de floriculture traditionnelle, on en parlera après. Mais pour tous ces nouveaux espoirs qui sont créés, c'est-à-dire tous ces jeunes qui lisent dans les médias qu'on peut vivre et avoir une vie et un métier épanouissant avec ces fermes florales, c'est vrai que c'est un beau challenge, un beau défi, mais est-ce qu'on peut vraiment en vivre en fin de métier unique? Il faut se former, comme toute activité, il faut un minimum de formation. Donc aujourd'hui, des formations arrivent. Effectivement, en France, on a des formations agro et on dénombre 5 livres traduits pour partie de l'américain sur le français. Aujourd'hui, il est aussi de structurer, former les nouvelles générations en leur donnant toutes les clés. Donc c'est une des premières interventions aujourd'hui. C'est déjà au début comment on reprend, comment on reconstruit cette filière déjà par la formation. Et bien justement, alors Manuel, on va prendre notre cartable, on va mettre nos bottes et on va accueillir Stéphane Salmon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général du CNPH de la Pivarière, qui certains connaissent autrement que pour la floriculture, la production. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment vous êtes venu l'idée de mettre en place une formation à la floriculture? On entend bien par là la production de fleurs. Alors, le CNPH Pivarière, c'est le Centre national de promotion horticole. Donc, le cœur d'activité du centre, c'est la production horticole et d'un autre côté, la florisserie. Donc, la production horticole, il existe déjà des formations diplômantes de BP destinées à l'installation dans l'horticulture et il y a des projets dans le maraîchage, dans la floriculture, dans la pépinière, etc. Les projets en floriculture ont disparu ces dernières années et le premier signal qu'on a eu il y a à peu près 2 ans, c'est de nouveaux projets qui émergeaient de BP REA qui souhaitaient s'installer. On quittait un peu le milieu du maraîchage pour revenir à des projets de production de fleurs coupées. Donc ça a été un premier signe, nous disons, tiens, il se passe quelque chose. Le deuxième signal, il est lié aux fleuristes, que l'on reçoit régulièrement en formation, où là, il y avait aussi des besoins exprimés en matière de production de fleurs françaises, de manque parfois, de méconnaissance aussi. Et c'est de là qu'est né, de ces 2 échos, en fait, l'idée de créer un nouveau produit de formation, ferme florale, un modèle plus court, parce que tout le monde n'a pas du temps à consacrer sur 1 an à un projet. Par contre, on le voulait quand même professionnel, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que produire, c'est un métier, ça ne s'apprend pas comme ça,
C'est une production fragile en plus, donc ça prend. Donc on a créé un nouveau format de formation, plutôt hybride, sur un format de 6 semaines, qui permet justement de mener à bien un projet. Un format de 6 semaines, c'est ça? Oui. Alors, quel type de cours qu'assistent les apprenants? Qu'est-ce qui est enseigné? Alors, dans ce volet de formation, je dirais qu'il y a 2 gros chapitres. Le premier chapitre, il est travailler sur l'environnement technique. C'est-à-dire que là, on va parler d'itinéraire de culture, de conduite de culture, de protection phytosanitaire, de biologie végétale, d'agronomie, de connaissance du sol. En fait, on apporte tout le bagage technique pour que les personnes aient vraiment des bases techniques pour mettre en place leur projet. Le deuxième pilier, c'est travailler sur l'environnement économique du projet. Parce que avoir des projets, c'est bien, mais on veut des projets viables. Et donc, on travaille beaucoup sur le business model, le business plan derrière. Et là, on met des chiffres, et par rapport à, justement du foncier, des itinéraires culturaux, un planning de production, eh bien, on met des chiffres derrière et on valide ensemble. Et le fil rouge de la formation, c'est le projet de la personne. C'est une chose qui manque beaucoup dans la fleur, notamment pour tous ceux qui veulent se lancer à travers des boutiques. C'est des choses qu'on ne voit pas dans les écoles. On donne des rêves, alors que c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile, qui prend beaucoup de temps. Les modèles économiques sont souvent bancals, mais on va au-delà de certaines catastrophes dans la filière fleurs si on ne met pas en place des formations comme ça, par exemple. C'est une très bonne approche avec ce modèle économique qui apporte de package un petit peu autour du projet de chaque élève. Justement, il ressemble à quoi vos élèves? À quoi ils ressemblent vos élèves? Alors, il y a, je dirais qu'il y a 3 profils qui, pour l'instant, se distinguent un petit peu. Le premier profil, c'est quelqu'un qui est fleuriste, qui a du foncier et qui souhaite se mettre à la production de fleurs coupées, de feuillage aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de fleurs coupées. Il ne faut pas oublier que la production de feuillage, c'est hyper important pour un fleuriste. Ce n'est pas une production trop complexe à mettre en œuvre. Et voilà. Donc ça, c'est le premier profil, plutôt un profil fleuriste. Le deuxième profil, il est plutôt un couple, plutôt quelqu'un qui est soit maraîcher, soit agriculteur, et qui souhaite, où la femme souhaite justement profiter du foncier pour diversifier un peu la production et se lancer dans la fleur coupée. Le troisième profil, qui est le plus complexe, il est dans quelqu'un qui n'a pas forcément de foncier et qui a un projet qui est assez vague et qui veut à la fois produire, qui veut à la fois transformer, qui veut commercialiser. Et là, c'est des profils un peu compliqués parce qu'on parle beaucoup de fantasmes sur plein de choses et quand on commence à retrouver un peu de réalité, de chiffres, de temps, d'investissement, eh bien, parfois on casse un peu les rêves, mais notre objectif, c'est surtout de réorienter les projets pour qu'ils trouvent une viabilité et qu'il y ait une cohérence entre le projet, parce que c'est souvent des projets de vie aussi, donc il ne faut pas oublier ça, et la réalité économique derrière, parce que ce qu'il faut, c'est vivre quand même de ce projet. C'est très important. Rappelez-nous, depuis combien de temps cette formation a été en place? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Depuis 2 ans, est-ce que déjà vous pouvez avoir un retour d'expérience sur tout ça? Est-ce que des projets se sont créés? Beaucoup ont peut-être avorté, d'autres ne sont peut-être pas nés du tout. Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience sur tout ça? Alors, ceux qui ont du foncier, ça va très vite, en fait. Ceux qui sont soutenus par leur conjoint, ça va très vite. Et ceux qui décollent le plus vite, c'est ceux qui viennent d'un milieu déjà agricole et qui ont déjà des connaissances et qui ont surtout bien pensé leur modèle économique au préalable, c'est-à-dire qu'ils sont renseignés sur quels étaient bien mes cibles clients, quels étaient leurs besoins et qu'est-ce que j'étais en capacité de leur proposer en termes de production. Et ça marche. Alors je me peut-être, il me semble avoir lu dans la presse que vous avez des difficultés à recruter quand même des candidats sur ces formations, je me trompe peut-être. Alors,
Sur la ferme florale, pas forcément. On est sur un côté un peu mode, quand même. Hein. On a connu le maraîchage bio, petite surface, etc. Ce modèle-là est en train de décroître. Mais il ne faut pas faire la même erreur, justement, que le maraîchage bio. C'est-à-dire qu'on a lancé trop de monde dans ce fantasme de produire petite surface avec autosuffisance, etc. Et on a bien vu que les modèles ne tenaient pas dans le temps. Et il ne faut pas que dans la production en fleurs coupées, on arrive à cette même logique-là. Comment vous voyez un petit peu l'avenir pour conclure de cette initiative, de cette formation? Je pense qu'il y a plein de belles initiatives, il y a une belle dynamique. Après, il faut justement pas montrer de signaux de faiblesse sur les structures qui s'arrêtent, parce qu'il n'y a rien de pire que de démarrer quelque chose et de dire au bout de 2 ans que ça s'arrête. Et je pense que l'enjeu, il est surtout de bien lancer les gens pour que ce soit des modèles qui durent dans le temps. Et les modèles, il y en a plein de différents. Ils ne doivent pas se concurrencer les uns les autres. Ils doivent travailler en parfaite harmonie dans un environnement économique. Et chacun doit trouver sa place dans tout ça. Et ça marchera que à ces conditions-là. Bien, merci Stéphane Salmon. Je rappelle que vous êtes directeur du CNPH de la Piverdière. Merci pour cet éclairage. Alors Manuel, une fois, merci, je vais l'applaudir. C'est bien parce que je dis les vérités aussi. Hein. On n'est pas là pour aller dans le sens du poil, on est là pour mettre les choses à plat et parler de la réalité du terrain, dans le sens du terrain. Il faut les compétences acquises, Manuel, il faut du foncier, il faut des terrains, on en a parlé il y a quelques secondes. Alors, un fleuriste peut-il avoir accès aux conditions d'achat d'un agriculteur? Est-ce qu'on peut produire et revendre à la filière? Il y a un petit flou quand même sur le sujet, je crois. Oui, effectivement. Et je vais juste préciser que effectivement, les intervenants ont eu des questions, des orientations de nos questions. On ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Et c'est par un souci de transparence que vous avez tout. Et moi, je trouve que c'est très juste que vous avez pointé du doigt. Ça fait écho avec un sujet qu'on voulait mettre en évidence très vite. En fait, depuis le mois de novembre, où on prépare cette intervention à peu près, même un peu avant, il y avait un sujet qui était clé, c'est comment on fait, dans quel cadre on fait cette production. Effectivement, pour ceux qui sont déjà propriétaires terriens, c'est facile, c'est de la diversification. Mais quelqu'un qui voudrait en faire une création d'activité, aujourd'hui, ça reste compliqué. On a contacté l'organisme qui serait le plus à même de nous répondre. Aujourd'hui, il y a un flou qui fait qu'aujourd'hui, il ne voulait pas prendre la parole pour se positionner sur le sujet, parce qu'il y a ce flou qui existe. Effectivement, d'un côté, on a des fleuristes qui se disent, moi, j'ai dans ma famille quelqu'un qui a du terrain et qui pourrait faire de la production pour moi, mais légalement, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est considéré comme de la glaire? Comment je le déclare? Comment j'utilise cette production dans ma propre production? Et à l'inverse, quelqu'un qui viendrait de nulle part, entre guillemets, qui voudrait se créer en statut agricole, est-ce qu'il peut prétendre à de la terre agricole qui serait purement commerciale, c'est-à-dire non vivrier? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les lois d'orientation de la SAFER, alors je ne parle pas en leur nom, mais c'est des chiffres qu'on peut trouver dans la presse, en 2023, la France a perdu 28 000 hectares de terres agricoles, ce qui fait à peu près 360 exploitations par an. Et pour de l'agricole, c'est quand même une très grosse exploitation. Aujourd'hui, la SAFER est censée réorienter l'objet du terre agricole a énormément de transactions et ils peuvent en traiter que, d'après ce qu'on a eu par rapport à certaines régions, entre 5 et 10% seulement des transactions. Donc forcément, comme il y en a très peu, parce qu'un agent doit gérer entre 200 et 400 parcelles par an, donc comme il y en a très peu, ils peuvent en traiter très peu, forcément ils traitent les plus grosses. Donc d'abord on fait le laitier, les élevages, etc. Donc nous, pour l'instant, on passe un peu à travers la maille du filet. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la consommation massée, c'est-à-dire la consommation des terres agricoles qui est prélevée sur tous ces petits projets, donc agriculture bio, maraîchage ou autre. Et aujourd'hui, l'État dit ça va trop loin, parce qu'en fait, en 2024, on a atteint le plus bas niveau sur la balance commerciale agricole. Donc là, situation problématique, donc l'État va devoir légiférer. Maintenant, on peut dire, si on est agriculteur par exemple et qu'on a du terrain et que je veux faire la production florale, techniquement aussi, il peut y avoir des dérives. C'est-à-dire qu'un agriculteur, techniquement, peut faire 50% de ses ventes en négoce, sur certaines limites de chiffre d'affaires. Donc ça voudrait dire qu'on aurait des producteurs, qui sont des vrais producteurs français, qui vont faire des fermes florales, tout à fait légalement, mais légalement aussi, il pourrait faire 50% de négoce.
Donc aujourd'hui, il y a ces flous qui existent. Et de l'autre côté, un fleuriste qui voudrait, comme vous l'avez dit, par exemple, un fleuriste qui a un peu foncier qui voudrait l'exploiter, comment il se déclare auprès de la direction des territoires de la mer? Est-ce que son code NAF et son tiret est bloquant? Aujourd'hui, certains ont fait l'expérience et ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, il y a un flou des deux côtés. Côté agricole pour aller vers l'exploitation commerciale et côté commercial pour aller vers l'agricole. Donc la réponse, on ne l'a pas ce soir. Mais en tout cas, la question elle est posée et on sait qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose à gratter, il y aura quelque chose à éclaircir de ce côté-là. Et la réalité de la fondation est très, très révélative par rapport à ça. Merci Manuel pour ce complément d'information. Stéphane, je vous invite à regagner votre place. Je vais inviter Élise à nous rejoindre, Élise Vendeur de chez Ernest Turc. Deuxième temps de cette soirée manuelle pour vous tous, produire. Alors, comment et que produire en France? Quels sont les freins? Alors moi j'ai une piste très simple. Vous êtes tous, je pense, acheteurs de dahlia dans vos boutiques. Les dahlias hollandais, ça coûte très très cher. Alors, tout simplement, Manuel, je pense que le dahlia est hyper tendance. On peut le planter au jardin. Alors, on n'a pas tous se lancer sur des cultures, on va dire, un peu massives. Sur le dahlia, c'est la solution peut-être. Entre autres, le dahlia, Alors effectivement, c'est le dahlia aujourd'hui, l'image un peu de la floriculture française, parce qu'on voit beaucoup dans la presse en tout cas. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a ce fantasme, comme l'a dit Stéphane Salmon juste avant, ce fantasme de la production. Le problème, c'est qu'on se heurte aussi à un vocabulaire. On parle beaucoup de fleurs locales et de saison. Néanmoins, aujourd'hui, on voit sous ce chapeau fleurs locales et de saison, par exemple du Strelitzia, qui est une plante tropicale, produite sous serre, ou du mimosa, qui pousse naturellement dans le vin. Mais on sait aussi que ce sont des plantes qui sont pas endémiques et qui peuvent poser des problèmes en termes de compétition avec d'autres espèces plus locales. Donc, dans certaines régions de France, ça devient aussi problématique. Donc, est-ce qu'on parle de végétal local, qui est aussi un label qui existe, mais pour d'autres sujets, donc il y a beaucoup de flou aussi de ce point de vue-là. Un autre sujet qui va être clé, c'est comme ça s'est passé dans les années 70-80, les horticulteurs ont connu l'essor des jardineries et se sont calqués leur modèle sur le modèle des jardineries. C'est-à-dire qu'on s'est tous lancés dans des productions assez massives, de Calancoé, Pontécia, c'est quand même qu'on connaît bien aujourd'hui. Cette production, en fait, ça s'est massifié, on est devenu dépendant des jardineries. Aujourd'hui, on le regrette. La création variétale comme source de valeur est principalement partie à l'étranger. Pour l'horticulture, on en a encore un petit peu en France, mais pour la floriculture, elle est majoritairement aux États-Unis, assez peu en France. Donc la question maintenant, au-delà de la formation, au-delà de la structuration, ça va être, est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer tout le monde vers des monoproductions qui, dans 5 ans, auront sauvé aussi un peu tout le monde, les modes passent, je suis bien placé pour le dire. Donc l'idée, c'est, est-ce que la production aujourd'hui prévoit cet après? Et effectivement, les entreprises aujourd'hui s'engagent pour l'anticiper. On va parler de ferme florale. Les fermes florales, c'est une première réponse. C'est justement, on va avoir un retour d'expérience, un producteur-fournisseur des nouvelles fermes florales. Et en l'occurrence, on a la société Ernest Turc avec nous. On a la personne de Élise Vendeur. Bonsoir Élise. Alors Élise, vous êtes responsable de recherche et développement et qualité chez Ernest Turc. Ernest Turc, je rappelle, est un créateur, producteur, distributeur de bulbes à fleurs et de graines potagères et florales. Et les fermes florales sont arrivées. Ce sont de nouveaux clients. Alors comment vous avez un petit peu réagi au début? En fait, depuis 2018, dans notre catalogue pour les professionnels, on a fait un encart dédié au mouvement de la slow flower. Donc on était pile dans le mouvement, on accompagne ce mouvement. Et on est partenaire fournisseur du collectif de la fleur française depuis à peu près cette époque-là. On a toute une gamme de produits qui peuvent répondre aux besoins des producteurs de fleurs et fermes florales plus ou moins grandes, avec des gammes qui sont très larges. Alors, on en parle un petit peu de cette offre spécifique alors pour les fermes florales. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour les fermes florales, en fait, on a une offre, on n'a pas d'offre spécifique pour la fleur coupée parce que notre service professionnel, commercial pour les professionnels, il sert autant les collectivités, parcs et jardins que les horticulteurs et producteurs de fleurs coupées. Dans notre catalogue, on a des petits logos qui indiquent les fleurs qui sont bien pour la fleur coupée, pour les producteurs débutants. Et en fait, notre ambition commerciale, c'est d'avoir une gamme très large
goûts de la fleur et de semences florales. Donc, on peut répondre en fait aux besoins de fleurs au niveau et son impact. Alors vous êtes des défenseurs du patrimoine végétal. Comment vous faites pour faire votre gamme? Quels sont les choix? S'il faut faire des choix pour donner des productions, pourquoi? Est-ce qu'on est plus sur des choses mellifères ou des choses plus décoratives? Ça se passe comment? S'il faut faire des choix, Alors, on a dans notre gamme, on a 2 saisons, on a 700 références à l'automne et 600 références sur la saison du printemps. Donc pour vous donner une idée sur la saison du printemps, dans les 600 références, il y a beaucoup de 200 références de dahlias. Mais il y a aussi plein d'autres espèces, donc on n'est pas seulement des producteurs et distributeurs de dahlias. L'idée c'est d'avoir une gamme très large et on est en train d'intégrer des semences de fleurs pour la quantité dans notre gamme. On est en train de compléter l'offre. Ça c'est la première chose. Et après, on est créateurs, on est planteurs, donc j'ai l'impression que ça c'est la partie des équipes. Donc on fait la sélection des dahlias, d'alstomère, des canards. Les canards ça peut être très intéressant pour le pH. Mais je sais que la fleur ne tient pas. Ça marche pas bien, j'ai essayé, ça marche pas bien. Le pH c'est ça, un pH peu de bananine, ça va, pour les petits, ça passe bien. Donc, au-delà de l'obtention, on est aussi en train de réintégrer, relocaliser en fait, la production française. Donc en 2024, en 2026, on a prévu de commercialiser des souches d'agapante. En 2024, on a commencé à proposer des huiles de narcisse produits en France, en Bretagne. Et en 2022, on avait intégré plusieurs variétés d'allium d'ornement, produits en Bretagne aussi. On a 2 fermes, une en Anjou et une en Bretagne. Bon, je pense qu'on a une gamme qui est très large et c'est l'idée, c'est qu'après, c'est les producteurs qui choisissent un peu en fonction de leur marché, s'ils font plutôt du bouquet, du marché, des variétés de l'événementiel. Nous, moi, j'ai l'idée de développer une meilleure connaissance de nos variétés, en particulier en dahlia, sur la tenue en vase. Faites des essais comme ça sur vos variétés. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas notre métier. Mais je comprends que ça serait une valeur ajoutée en fait, pour le conseil client. Ah oui, c'est des tests importants à faire. Là, je vois un peu Hortissup qui fait des tests continuels de conservation. Ça serait bien pour vous, pour indiquer aux futurs pseudo-horticulteurs qui prendraient de faire la quantité, de savoir un petit peu si elles ne pas. Tout à fait. En revanche, aujourd'hui, on est partenaires du SPRAD et du CREAM qui font des essais dans le sud de la France avec nos dahlias pour connaître leur qualité en quantité. Très bien, merci Lise. Donc je rappelle, c'était Lise Vandeux de Ernest Structure. On peut acheter comme ça directement n'importe quel fleuriste pour faire un essai. Il a une parcelle à occuper, il peut aller sur le site et commander des fleurs pour faire ses premiers essais. Tout à fait, donc en tant que particulier, on peut aller sur le site internet d'Ernest Structure. En tant que professionnel, on peut créer un compte pro pour passer des commandes sur tout ce qui est disponible sur le site web. Et après, si on est un plus gros producteur, on peut rentrer en contact directement avec l'équipe commerciale qui s'occupera de saisir les commandes et de répondre à toutes les questions. Merci, Lise, n'hésitez pas ces indications. Alors, maintenant, j'invite à nous rejoindre des producteurs et grossistes. Moi et mes fils, ce sont des cash and carry, ce sont des grossistes et producteurs professionnels du Grand Ouest. Pauline Arbour est à côté de moi, c'est la responsable de com, et Denis Moinet, c'est Jérôme. Hein. Quelles sont les clés de votre réussite? D'abord, la première question, est-ce que c'est votre capital sympathie pour la compétence? Parce que vous êtes tous souriants tous les deux là. Bonsoir à tous. Alors déjà, je pense qu'une des clés de notre réussite, c'est notre histoire. Donc, moi, je suis la 9e génération d'horticulteurs, producteurs. Notre entreprise a plus de 250 ans. Et on a la chance, alors c'est un choix qu'on a fait,
on a la chance d'avoir les pieds du côté production et du côté commerce. Donc on maîtrise cette filière et on a toujours souhaité garder un pied dans la production, voilà, pour pas se détacher du produit et savoir exactement ce que c'est de produire. Et donc voilà, on a toute une gamme de production de plantes et on fait du négoce de plantes, de fleurs coupées et d'accessoires pour les fleuristes, évidemment, et pour aussi des jardiniers, des horticulteurs. Et donc nous avons tout un maillage de producteurs, fournisseurs, partenaires avec lesquels on travaille, qu'ils soient français, étrangers ou internationaux. Justement, vous venez d'en parler, évidemment, vous avez la parole. Vous faites à la fois cohabiter la production propre et de l'import. C'est ça un petit peu, hein? C'est ça, on est d'accord, je ne crois pas. La responsable code, je vais plutôt répondre, j'en sais plus. Voilà, c'est ça. Oui, on n'a pas peur de mélanger la production française et l'import, et on revendique cette force. On est persuadé que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On a besoin de tous, de toutes nos filières, de tous nos producteurs. On ne sera pas en capacité en France de produire toutes les fleurs dont nous avons besoin, et nous revendiquons ça. C'est important ce que vous dites, hein. On ne peut pas tout produire en France. On ne peut pas tout produire en France, et ça ne sert à rien de produire tout en France non plus. Et c'est pas parce que ça vient de l'étranger que ce n'est pas valeureux. Et c'est pas parce que ça vient de France que c'est obligatoirement bien. Merci. Merci. Alors justement, pas de langue de bois, pas de double discours, hein. Alors, je vais me tourner auprès de la responsable com, hein, pour la question suivante. Pas de langue de bois, pas de double discours. On a de l'import, de la production. Est-ce que c'est plutôt une force? Comment vous en parlez au sein de vos tâches? Alors oui, on en parle de manière très transparente chez Moinet, aussi parce que les 43 salariés qui sont sur le cash, en moyenne depuis 15 ans, ont une vraie expérience du produit, de production, parce que tout le monde, à un moment donné, est allé donner un coup de main en production, mettre les mains dedans parce que c'était la bourre, parce qu'il faisait chaud ce jour-là, ou parce qu'il fallait arroser. Et donc tout le monde a ce savoir-faire de production, et les acheteurs chez nous, ils sont à côté de ça, dans le bureau, à faire des négoces, et tout le monde entend les prix, tout le monde a la possibilité d'aller voir l'acheteur et de lui dire ben voilà, moi je veux telle fleur coupée, où est-ce que je peux l'avoir? Alors voilà, donc là la réponse, elle va être avec nos fournisseurs nationaux, internationaux, et en tout cas le produit on va l'acheter parce qu'il répond au client, et encore une fois, la réponse au client qu'on connaît parce qu'on lui parle et qu'on voit tous les jours, bah, c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Hein. On a aussi un modèle économique, on a besoin de vivre. Et la réponse à nos clients, ensuite on lui explique le produit, on est dans un argumentaire. Oui, la plante elle vient de là, ou la fleur coupée elle vient de là, donc c'est un prix, c'est une couleur. Si aujourd'hui on veut ça sur le floriculteur ou sur la fleur française, hein, on travaille avec Maxime Clément, qui fait partie du collectif depuis longtemps. Et Maxime, il sait nous dire oui, non, la production, elle est belle, oui, elle est pas belle, elle sera là, elle ne sera pas là. Et c'est un partenariat qui dure depuis 15 ans avec Maxime. C'est quelqu'un qui est installé et encore une fois, qui a compris aussi la logique du moment. Je ne dis pas que c'est celle qu'il faut continuer à faire vite, mais la logique du moment, c'est qu'on a besoin de transporter le produit. On n'arrive pas, nous, à acheter plus de fleurs françaises ou locales, hein, voilà, parce qu'on ne peut pas transporter le produit. On est dans l'ouest de la France, à côté de La Rochelle. Nous, on ne peut pas avoir de modèle qui va nous là. Voilà, c'est une problématique. Hein. Tout ça, ça remonte en Hollande. On a de la fleur française qui est faite chez nous, à 200 km de chez nous, qui va remonter. Parce que nos camions, personne ne fait le dernier kilomètre. Et la méconnaissance de la filière, en tout cas de ces nouveaux intrants, de ces floriculteurs qui souhaiteraient justement faire connaître leurs produits,
au-delà du commerce détaillant qu'il y a, et ben en fait, ils ne connaissent pas nous en tant que grossistes. Parce qu'on est producteur, mais on est sous-grossiste. Et c'est un gros mot là, en ce moment dans la filière. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait du négoce qu'on ne sait pas faire autre chose. Et on veut faire partie du jeu, on veut prendre l'instant là, on veut essayer d'aider à lier tout ça pour que ça fonctionne. Parce que on serait ravis de mettre en culture à 200 km de chez nous des champs de pizza. Là, s'il y a quelqu'un dans la salle, on signe. Donc voilà, et à l'inverse, le côté, la réalité, encore une fois, hein, d'une fleur, de floriculteur qui sort d'un jardin, c'est que les fleuristes n'ont pas besoin aujourd'hui d'un solidaire qui fait 1,40 m, puisque tout le monde leur coupe hein, pour le retravailler. Donc voilà, ces enjeux, on va essayer de travailler. Il y a le collectif Affaires Françaises qui vient de chez Moyennet avec ses adhérents fin avril, parce que on veut aussi faire connaître notre métier et qu'il y ait un échange là, avec nos acheteurs. Les problèmes de logistique, les problèmes de retour de bac, comment je conditionne. Et à l'inverse, ces clients-là, nos clients, nos fleuristes qui sont tous les jours avec nous, ils vont pouvoir leur parler et échanger. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse tel type de fleurs. Moi, le Dahlia Café, le Terracotta, qui est très très beau sur Instagram, tout le monde demande, j'achète mon l'homme, parce que je suis arrivée à faire un coil entier, et j'ai un merveille. Et mon fleuriste, au final, il va m'acheter. Parce qu'il y a aussi ça. C'est super, hein, mais le pouvoir et le devoir, c'est pas la même chose. On a des fleuristes qui sont chez nous, qui ont envie d'acheter des fleurs de France, vraiment. Mais parfois, sur 70 dahlias, c'est trop cher. Ça passe pas. Et aussi parce qu'on est peut-être différentes hein, de ce qu'on a chacun dans notre région. Hein. Voilà. Donc c'est une transparence, une pédagogie. Et on remonte. C'est votre force, la transparence. Denis, quelque chose à rajouter peut-être? Non, je pense que ce qui est important dans tout ça, et c'est aussi à travers le message qu'il faut passer au consommateur final, parce que c'est quand même lui qui est là pour acheter nos produits. On a historiquement un gros manque de traçabilité et de transparence de nos produits dans l'horticulture. Les nouvelles façons aujourd'hui de produire, les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché nous poussent, nous aussi, opérateurs historiques, à évoluer dans ce sens-là, et c'est très bien. Donc nous, producteurs historiques, grossistes historiques et fleuristes, et les nouveaux acteurs de ces productions-là, nous devons appliquer une transparence sur nos produits, une traçabilité sur nos produits, mais tout en faisant pas n'importe quoi et en préservant notre modèle économique. C'est quand même la base de notre travail, mais on est tout à fait motivé et présent en tant que grossiste pour participer à ces nouveaux marchés. Merci Denis Moinet, gérant de Moinet et Fils. Merci pour les inutiles de rappeler que vous étiez grâce à Satcom. Merci, je vous invite tous les trois à regagner notre passe. Nous, on va se lever pour. Merci beaucoup, Elise, monsieur Arnaud. Troisième temps fort de cette soirée, la partie vente. Alors, parlons encore distribution manuelle avec d'autres grossistes et détaillants. Ne faut-il pas appuyer notre offre par une communication adaptée, on dira. Je cite au passage l'action du site Monsieur Marguerite et le projet du réseau Cécile. Tout ça demande quand même un gros travail de com manuel, je pense que oui. Effectivement, on a vu qu'il y a des sujets sur la structuration de la filière, la formation, la production et le commerce. Là, on va passer maintenant à la vente directe aux particuliers et son approvisionnement. Aujourd'hui, on est tous éduqués avec le logique du tout le temps, c'est-à-dire qu'on veut tout le temps, si possible, le moins cher possible. On fait de plus en plus des flux poussés, on arrive à focaliser l'attention du consommateur sur des coûts commerciaux. Ça, vous le savez bien, chez Action, Lidl ou des enseignes, on fait des opérations coup de poing sur des volumes massifiés. Mais globalement, aujourd'hui, il y a une perte de sens du consommateur qui se dit finalement tout ça vient, où est-ce que je trouve mes produits, d'où les fameux reportages que tu citais en introduction. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr la vente en ligne, la grande distribution qui a des moyens pour expliquer les choses. Vous l'avez vu dans les ventes en face, maintenant on met les portraits des producteurs
à côté des fruits et légumes. Ça permet de donner du sens. Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vrai? Certaines enseignes le font mieux que d'autres. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, presque c'est la grande distribution qui arrive le mieux à valoriser cet achat-là. Alors forcément, pour les indépendants, communiquer, c'est pas inné, ça demande des moyens, les bons mots, les bons visuels. Donc là, vos fédérations ont travaillé là-dessus pour fournir des outils. Effectivement, tu citais aussi des acteurs nouveaux, comme Cécile par exemple, qui met en place un programme avec la Slogan, avec la Floribalise, pour essayer d'avoir un peu plus de traçabilité. Il y a eu les enseignes, les assises de la traçabilité l'année dernière aussi qui ont été faites. Et quand on parle de la traçabilité, de toute façon, on va être attaqué de toutes parts sur le bilan carbone, donc vous l'avez peut-être vu cette semaine. Maintenant, on vous attaque sur les grenouilles qui arrivent dans les plantes ou dans les bouquets, les bactéries, les champignons qu'on ramène avec les plantes vertes, les bulbes et les bouquets. Donc, il y a toujours un nouveau sujet. Là, c'est notamment le magazine Le Temps en Suisse qui en a parlé beaucoup la semaine dernière. Mais finalement, tout ça, c'est guerre médiatique contre guerre médiatique, label contre sujet. Et finalement, le meilleur moyen de montrer d'où viennent les produits, c'est de donner toute la transparence que vos intervenants précédents nous ont dit. Donc là, on va passer sur 3 nouveaux intervenants, voir quelle transparence on peut donner au grand public. Soit directement, ils voient les champs, ils viennent les chercher dessus. En termes de communication, comment on valorise cette production locale, quel imaginaire on va créer dans l'esprit du consommateur, ou même directement en boutique, comment on explique les choses, comment on montre les choses. Alors on va continuer, je vais inviter donc Gilles Ruix me rejoindre, Romain Schubert me rejoindre, Mathilde Dupéret à nous rejoindre. Nous avons créé une start-up qui s'appelle Falabella, c'est une filiale du groupe, je t'en prie Gilles, c'est une filiale du groupe Cheval, pour ceux qui connaissent. C'est une start-up de production florale et d'entretien d'espaces verts. Alors vous êtes paysagiste, vous exploitez des parcs dans le tertiaire pour le compte de vos clients. Et au lieu de tondre ces parcs, vous faites autre chose. Et je ne le dirai pas. Alors raconte-nous cette aventure, Mathilde. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Franck, je dirige une entreprise qui s'appelle Falabella, dont j'ai créé le concept qui a 2 ans, donc toute nouvelle. En fait, j'avais un vieux rêve. Moi, je suis ingénieure en agronomie à la base, donc ce rêve de produire des fleurs, je l'ai depuis longtemps. Mais avec la culture que j'ai du monde agricole, je savais que c'était sans doute un peu utopiste, justement, de se lancer dans une ferme florale de but en blanc. Donc j'ai préféré jouer la diversité en associant plusieurs activités dans mon entreprise. C'est-à-dire que, oui, on a une ferme florale, je suis productrice de fleurs, j'assume la fleur de saison. Effectivement, on ne peut absolument pas produire toutes les fleurs en France. Sauf que je ne veux pas déroger à certains principes écologiques sur la façon de produire mes fleurs, donc je n'ai pas les fleurs toute l'année. Comment je fais pour vivre? Il faut faire autre chose. Donc je suis paysagiste, je fais de l'éco-pâturage, j'entretiens les sites de mes clients avec des boutons, donc je suis aussi éleveuse. Voilà, et cette diversité d'actions et de recettes font que mon entreprise elle est viable. On est 12 désormais. Voilà, donc en 2 ans, on a fait un beau développement, et donc parmi nos activités, évidemment, voilà, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que je suis productrice de fleurs. Sur les 12 personnes, en fait, tout le monde fait un peu tout. C'est un peu comme chez Moinet, donc c'est une vraie force aussi. Et puis les apports des paysagistes vont venir compléter ceux qui sont plutôt du monde de la fleur. Donc le modèle est assez robuste là-dessus. Voilà. Alors ça se passe comment, concrètement? Alors concrètement, alors je fais aussi partie de ceux dont on parlait lors de la première intervention, c'est-à-dire qu'au début j'ai cherché du foncier, comme tout le monde, pour produire mes fleurs, et puis j'en ai pas trouvé, parce qu'effectivement, pour produire des fleurs, il ne faut pas beaucoup de surface, et en fait c'est soit on rachète une exploitation qui fait plusieurs centaines d'hectares, soit en fait on ne trouve pas, et puis en plus il y a la contrainte effectivement d'avoir un diplôme, d'avoir un statut d'agriculteur pour pouvoir s'installer. Donc j'avais ce statut-là, parce que j'ai le diplôme, mais par contre j'avais pas du tout de foncier. Comme je suis paysagiste, en fait l'idée est venue toute seule, c'était de produire chez les autres. En fait, je produis mes fleurs sur le foncier de mes clients dont j'entretiens l'espace vert. Ça a plein d'avantages évidemment. Alors si on parle un peu communication, marketing, ça marche très fort parce que ça m'attire beaucoup de clients. Du greenwashing? Vous parlez du greenwashing peut-être un peu? Pas du tout, parce que en fait les fleurs je les produis vraiment chez mes clients, et j'ai produit de manière totalement écologique. Donc après, c'est un modèle qui marche, qui va attirer des gens, même si je ne vais pas forcément produire des fleurs chez eux. Donc c'est pas du greenwashing, bien au contraire.
Parce que de ce fait, bon, j'ai zéro limite sur le foncier. En revanche, j'ai des contraintes, forcément, multiparcelles, exploitation morcelée. Je cultive sans serre, c'est un choix écologique, mais c'est aussi un choix pratique, parce que si je commence à amener des serres sur les 15 parcelles que je cultive à l'heure actuelle, je ne vais pas m'en sortir. Et j'ai pas de système d'arrosage automatique non plus. Donc choix de variété, vraiment très rustique, avec évidemment des arrosages qu'on fait, mais de manière ponctuelle, voilà, pour permettre au végétal de s'ancrer de manière racinaire. Avant de parler de ce que deviennent ces fleurs natives, je parlais de greenwashing, mais surtout pour vos clients, c'est quand même pour eux un élément de communication fort quand même, de dire voilà, je fais pousser des plantes si possible mellifères, je pense, on en parle un petit peu de tout ça. Oui, alors c'est pas du greenwashing parce que encore une fois ça se fait réellement et en fait entre un espace qui est bêtement tendu où toute la biodiversité est totalement détruite 8 à 10 fois dans l'année, où en fait laisser un espace, donc ils me prêtent gratuit, enfin c'est gratuit, ils me prêtent le foncier et ils me font confiance et donc on produit en planche en plus, donc c'est pas des massifs paysagers parce qu'on ne s'est pas rémunéré pour ça et on produit voilà, que du paillage organique en planche et en fait chaque parcelle j'ai un itinéraire de culture qui fait qu'il y a des fleurs toute la saison de mars à novembre, il y a des fleurs chez tous mes clients. Voilà, donc en fait, et l'autre sujet aussi, c'est que, vous l'avez compris, j'ai pas que cette source de revenus, ce qui fait que je coupe que à la commande de mes fleurs, ou alors sur le petit, notre façon de vendre dont je vais parler après, ce qui fait que tout ce dont je n'ai pas besoin, je le coupe pas, et donc c'est laissé pour les insectes et pour l'esthétique. Une action pour la biodiversité. Alors elles deviennent quoi ces fleurs? Elles ont poussé chez notre client, vous devez les semer, mais il y a un champ de fleurs devant lui. Qu'est-ce qu'il en fait pour ceux qui veulent les récolter? C'est un mec qui les laisse donc finir pour la biodiversité. Alors, eux, ils n'ont pas bien le choix. C'est moi qui choisis d'en laisser ou pas en fonction de mes circuits de vente. C'est le dit quand même. En revanche, évidemment, si je leur dis que je vais produire des fleurs, il faut quand même que je leur en laisse un peu. Donc de ce fait, je cultive beaucoup. Je récolte assez peu. Donc j'ai une culture qui est très très extensive, mais par contre je peux cultiver quand même un certain nombre de surfaces, ce qui fait que parfois, comme vous l'avez compris, je cultive sans serre et parfois la météo m'est très favorable. Et donc parfois j'ai beaucoup de fleurs. Et donc là, mes circuits de vente classiques, parce que je travaille avec des abonnements, je travaille avec des fleuristes, je travaille avec des logiques récurrentes, mais parfois je suis submergée de fleurs. Et à ce moment-là, je déclenche ce qu'on appelle chez nous des lâchers de fleurs. Donc ces lâchers de fleurs, c'est tout simplement des ventes de fleurs à la ferme, chez nous, éphémères. C'est-à-dire que la date, elle tombe 2-3 semaines à l'avance en fonction de l'avancement de mes cultures. Et c'est ouvert aux particuliers. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils viennent chercher nos fleurs plutôt en bottes. Pas forcément valoriser un bouquet, on est capable de leur faire des bouquets s'ils le souhaitent, mais c'est pas trop l'état d'esprit, et ils viennent acheter ces tiges à prix producteur. Vous faites quelques cadeaux aux entreprises qui vous laissent cultiver Oui, on leur offre quelques bouquets déjà. C'est la moindre des choses. Très bien, c'est un exemple très original. Bon, on commençait un peu les fleuristes, on va pas être copains, mais bon. Pas du tout, parce que de toute façon les fleurs tout le monde les aime, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de concurrence, et puis je m'entends très bien avec certains fleuristes et j'ai absolument pas la vocation de les remplacer. J'aime faire des bouquets, mais c'est pas mon métier. Merci. Je me tourne du côté de Romain Joubert. Bonsoir Romain, avec le problème micro de Mathilde. Alors vous êtes les fleuristes des imparfaits à Lyon, vous avez fait le pari de la fleur de saison en toute saison. Pourtant, il y a bien des saisons où tous les produits ne peuvent pas être disponibles à 100% made in France. Vous faites comment alors? Alors, bonsoir. En hiver, j'ai la contrainte en France, il n'y a pas beaucoup de choix, ou en tout cas un peu moins de choix. Et j'ai fait le pari en fait, de prendre, j'ai mis 30 à 25% en tout cas d'Italie du Nord. Donc, il y a des très belles rodancules, des très belles tulipes et des très belles anémones. Et sur un peu tout le reste qui vient du Var au niveau partie. Donc je me fais livrer quasiment une palette à 2 palettes par semaine directement avec un de mes fournisseurs et ça passe après par celui de tout. Ça se passe comment auprès de vos clients, vous qui mettez surtout en avant, vous connaissez souvent c'est un produit local, du saisonnier, comment vous leur dites aux clients, il y a tout en ce moment. Alors, on est assez transparent. Sur vrai qu'on nous base en tout cas, on marque la tendance. Du
coup, où on dit à nos clients, en cette semaine, on a une ou deux ou trois variétés qui viennent d'Italie. Et sinon, après, tout le reste, c'est français. Et du coup, on a eu la chance, au bout de maintenant 5 ans, en tout cas, que les gens nous font confiance et carte blanche, et tant qu'on est transparent en tout cas sur nos végétaux, il n'y a aucun souci. Et puis, la flotte tient très bien. Vous leur en prenez un petit peu aux clients, vous avez une approche différente, en disant bon là, ça se passe bien. On est très transparent et encore cette année, puisqu'on a déménagé le magasin, on s'est agrandi dans un nouveau magasin. Et du coup, on a pu expliquer à de nouveaux clients qu'on ne faisait pas de rose face à matin, parce que moi, je ne veux pas en faire. Parce que je sais que c'est un petit peu chauffé, du coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour moi, Tulipe remonte plus la manuelle et ça marche très bien. Et du coup, on a des mots transparents. Vous n'avez pas beaucoup de clients qui ont tourné les talons, qui sont repartis parce que vous n'aviez pas la sacro-sainte rose rouge? Là, je ne sais pas, sur, je pense, les 300 clients qu'on a servis, il y en a peut-être 5 qui sont repartis. C'est pas mal, mais en tout cas, on a une clientèle assez jeune et dynamique, en fait, qui vient chez nous pour la fleur de cygne. Une question qui n'était pas prévue, Romain, c'est pas vraiment dans le sujet, on est sur la fleur coupée, mais au niveau des plantes, ça se passe comment? Vous faites aussi du 100% français? Là, les plantes, pour moi, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible, je me bats. Plante extérieure, il n'y a pas de souci. J'arrive à trouver les plantes. Ouais. Mais alors, la plante intérieure, je me bats et je suis toujours à la recherche de trouver, mais c'est la croix et la même, c'est quasiment impossible. J'ai aussi un moment à avoir un peu de plantes d'Italie, production un peu plus naturelle. Mais en fait, non. Là, les plantes, je ne suis pas assez hollandais. Ça, je ne sais pas. Merci pour votre transparence, je vais vous bloquer sur ça. Bravo, on est entre nous en même temps. Non, nous, on est transparent. On dit à nos clients, on est sur cette partie-là. Mais même sur les fleurs séchées. La fleur séchée, on n'est pas 100% français. On est 50% français. Une grosse partie de fleurs séchées qu'on peut sécher. Et sinon, c'est Italie ou Espagne. Donc ça, on essaie d'être transparent et discuter. Merci Romain. Alors les fleurs de Var du label Hortisud font sûrement partie de votre assortiment, je pense. Et bien justement, nous avons ce soir à nos côtés le directeur développement de Supermarché aux fleurs de Hyères. On va avoir un peu de soleil dans cet échange avec son bel accent. Un peu d'accent. Allez à ça. Gilles Russe, il faut le faire, je pense, pour certains fleuristes qui sont là, qui connaissent le label Hortisud uniquement à travers la petite marque noire et blanche sur les bouquets qu'on achète. Les bouquets de Roman-Culotte, Hortisud et Fleurs de France en même temps. Parlez-nous un peu de ce label Hortisud. Alors ce label Hortisud, il a été développé il y a environ 25 ans. Je me rappelle encore d'un déplacement que j'avais fait en région parisienne, où nos produits étaient parmi des produits mélangés avec des produits hollandais, des produits italiens. Et on s'était secoué, vraiment secoué par les grossistes parisiens, commissionnaires, parce que bien évidemment, je notais sur Paris avec plein d'ambition, c'était parmi mes premiers déplacements. Et on m'avait expliqué qu'on avait la plus belle fleur du monde dans le Var. Et puis on est arrivé sur place et on s'est un peu bousculé en disant vous avez des produits extraordinaires, mais par contre, c'est totalement déstructuré. Vous nous conditionnez par 5, par 10, par 25, dans des seaux ronds, des seaux carrés, dans des cartons. Et à côté de ça, on avait une offre hollandaise qui était extrêmement structurée. Donc, à partir de là, on s'est retroussé les manches, on s'est réunis avec des commerçants, avec des producteurs, avec des techniciens, et on s'est dit, si on veut demain encore être présent sur ce marché national, et surtout à l'export, il faut qu'on arrive à avoir une offre qui soit beaucoup plus standardisée. Donc, à partir de là, on a créé la marque Hortisud, et sur chacune des espèces, alors au début, il y en avait une, puis deux, parce que c'est pas tout de vouloir mettre en place des démarches qualité. Derrière ça, on a 400 producteurs sur lesquels on doit leur expliquer qu'ils vont rentrer dans une démarche de qualité, avec des cahiers des charges, jusque-là, ok, avec du contrôle, ok, et puis après, le matin, il y a un contrôle positif. Et là, ils sont plus d'accord. Et puis les producteurs, en général, sont chauds, et dans le Var, peut-être encore un peu plus. Donc, ça a réellement été un combat les premières années, avec des cahiers des charges par espèce, un contrôle par espèce. Et on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, ok, pour la tenue en vase, il va falloir qu'on aille un peu plus loin aussi, et qu'on garantisse un potentiel de tenue en vase d'au moins 7 jours chez le consommateur. Dans des salles de test, hein? Dans des salles de test, tout à fait. Donc, il y a deux niveaux de contrôle sur le marché. Le premier niveau de contrôle des cahiers des charges sur la qualité visuelle, esthétique.
Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les matins avec carte contrôleur sur les apports des produits. Et puis ensuite, tous les 15 jours, il y a une série de tests sur la tenue en base des espèces. Voilà. Oui, vous parlez de la cahier des charges. J'ai eu l'occasion, Gilles, de venir à la SICA pour tourner un reportage. Et c'est vrai que tout est contrôlé. Hein. Il y a le port, il y a même la hauteur d'eau, je crois, dans les bacs. Hein. Tout est contrôlé chez Horti. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Et je pense que si on n'était pas passé par cette démarche de qualité, par cette structuration de l'offre, aujourd'hui, on aurait perdu bien plus de producteurs que ce qu'on a déjà perdu, parce qu'on serait sorti du marché. On serait totalement sorti du marché. Donc la marque Horti Sud, ça a vraiment été le squelette non pas de redressement, de la stabilisation de notre production. Quelques chiffres, Gilles, combien de serres, combien d'hectares, combien de production, combien de tiges? De tiges, c'est environ 90 millions de tiges. Le département du Var, c'est 400 producteurs, c'est 280 hectares, à peu près la moitié en pivoine. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années? Il y a 20 ans, on avait 120 producteurs de roses dans le Var. Dans des productions sous serre, chauffées, dans certains cas de hors-sol, dans certains cas de l'éclairage, de l'enrichissement gaz carbonique. Donc tout ça pour mettre en place des conditions artificielles pour pouvoir produire. Donc nous avions 120 producteurs de roses, qui était la principale espèce. Et on avait 5 ou 6 producteurs de pivoine. Aujourd'hui, il reste dans la barre 5 à 6 producteurs de roses et 180 producteurs de pivoine. Donc ce qui s'est passé au cours des 15-20 dernières années dans le Var, c'est totalement une révolution, parce que la concurrence étrangère, avec leurs atouts, a fait que sur certains produits, ça coûtait trop cher à produire. Et puis on est une région du monde sur laquelle on sait faire certains produits, et d'autres régions du monde ont des atouts, des conditions climatiques pour faire d'autres produits. C'est ce que la famille et moi dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait faire quelque chose dans le Var. On représente une partie de l'offre. Et sur cette partie-là, on a su se démarquer et continuer à exister. Mais il ne faut pas se leurrer, on n'emmènera pas nos producteurs demain à faire de la production chauffée, éclairée, pour aller concurrencer des produits qui ont du soleil et des conditions climatiques qui leur permettent de le faire. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 95% de la production du Var qui n'est pas chauffée, uniquement hors gel. Voilà. Donc, ce qui veut dire on se démarque par des productions à tempérament méditerranéen, hein, et on arrive à se démarquer par ces produits-là, et on arrive à préserver le marché avec des produits spécifiques. Alors, on va parler un petit peu de demain, Gilles, avec les perspectives de reprise. Alors, il y a peut-être des porteurs de projets qui aimeraient protéger leurs fleurs. Alors, avant de pouvoir semer un carré peut-être un minet ou autre, dans cette clé, si on a un réel projet, quoi faire dans le sud? Parce qu'il y a beaucoup de renouvellement au niveau des producteurs. Il y a sans doute des entreprises qui sont à reprendre, qui sauront reprendre, mais qui n'ont peut-être pas aujourd'hui porteurs de projets. Qu'en est-il dans le sud? Alors, sur les 10 dernières années, dans le département, on a perdu 115 producteurs. La plupart frappés par l'âge. Un producteur ne part pas à la retraite à 62 ans. Donc 115 producteurs qui ont disparu, c'est négatif. Mais ce qui a quand même été positif, c'est qu'il y a 85 créations d'entreprises. Généralement, ce ne sont pas réellement des créations, ce sont des jeunes. On est jeunes jusqu'à 45 ans en production, hein, voilà. Donc des jeunes de 25 à 45 ans qui ont repris l'exploitation des parents. Pour certains, ils avaient des diplômes, ils étaient partis travailler ailleurs. Ils ont été élevés avec des parents qui leur ont dit de faire autre chose, hein, parce que la production, c'est compliqué, c'est difficile, c'est tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. Ils sont partis travailler ailleurs, et puis pas mal sont revenus quand même. Voilà. Donc ce qui est positif, c'est que sur 10 dernières années, on a quand même 85 producteurs qui sont venus, ils n'ont pas compensé les 115, hein, mais qui sont quand même revenus à la production. Maintenant, sur les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer?
41% des producteurs vont s'arrêter chez nous. Ils ne vont pas s'arrêter à 62 ans, hein, donc ils vont aller un petit peu plus loin, mais 41% des producteurs qui vont s'arrêter, ça veut dire que potentiellement, on va perdre la moitié de notre production. C'est catastrophique parce que derrière des volumes, il y a des transports. Quand il n'y a plus de volume, il n'y a plus de transport. Les transports, on en parlait à peine, on n'arrive pas à livrer les établissements monnaie. Hein, voilà, effectivement, par les Pays-Bas, pour Venise. Voilà. Donc, il va falloir que ces exploitations, on arrive à trouver des preneurs, des repreneurs. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile, il ne faut pas rêver, je le disais à peine. Justement, Gilles, on veut mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà, il y a du potentiel dans le sud, il y a des entreprises bientôt à reprendre. Alors, aux futurs producteurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour se lancer justement? Il ne faut pas rêver déjà, c'est la première chose. C'est un métier. C'est réellement un métier. C'est réellement un métier sur lequel il ne faut pas se laisser comme ça. Alors oui, certains qui vont semer quelques graines sur 500 mètres carrés, sans satisfaire ou pas. Hein. Mais le modèle de production qu'on a dans le département, c'est pas ça. Le modèle de production, il faut quand même pouvoir occuper un marché, il faut avoir des volumes suffisants pour intéresser les acheteurs. Et le modèle minimum, c'est 4-5 000 mètres carrés. Hein. Chez nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des jeunes qui vont dans la production. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau de l'agriculture campus, le lycée agricole qui est implanté dans le département, qui a conscience qu'ils ont effectivement un rôle déterminant à jouer. C'est un projet qui est très récent, qui va se mettre en place. Mais ils vont proposer des filières de formation. D'abord, de recréer une attractivité, hein, de reparler de ce métier avec les valeurs qu'il a. Il a de belles valeurs, et non pas de le dénigrer. Donc, ils vont créer des filières de professionnalisation avec, dans un premier temps, de venir passer des jours, 3 semaines, 1 mois en stage chez un producteur. Voilà. J'ai envie de produire, c'est mon rêve, c'est ma passion. Ouais. Tu te lèves les manches, tu viens bosser, tu passes 15 jours, 3 semaines, 1 mois chez un producteur. Et puis, une fois que tu es passé par là, et que tu as mesuré un petit peu, hein, 15 jours, 3 semaines, c'est pas énorme, ce que c'est, à ce moment-là, on peut te proposer une filière de professionnalisation et une réelle formation, parce que c'est un métier. Et j'ai quelques années derrière moi, et je suis toujours impressionné de voir ces producteurs qui sont multitâches. Ils produisent, ils traitent, panne de chauffage, dans la nuit, je suis chauffagiste, un tuyau qui pète, je répare, j'ai un ordinateur, j'ai l'application depuis maintenant. Voilà, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Donc, demain, on souhaite être attractif, des jeunes, pour ce métier. Vous venez et passez 3-4 semaines chez nous, et ensuite on vous propose une filière de professionnalisation. Et puis ensuite, il y aura peut-être des passerelles avec des producteurs qui vont vouloir louer ou vendre. Et on aura 40% des surfaces qui vont se libérer dans les 10 prochaines années. Donc d'un côté, nous on a intérêt à ce que ça se fasse. De l'autre côté, c'est les gens qui sont intéressés par la production. Je ne dis pas qu'il y aura qu'un, mais il y a déjà une filière qui est en marche dans ce sens. Merci Gilles Russe. Et quand on a préparé le sujet, il m'a dit tu mets la pression, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, merci pour toutes ces années à la tête de la valeur tissu de Gilles. Merci pour toutes ces années pour la filière d'Armas. Merci Romain, merci à tous pour regagner votre place. Et j'invite Stéphanie Laurent à nous rejoindre. Alors, comment le client perçoit le lien manuel entre la production et la vente de fleurs françaises? Effectivement, 4e et dernier temps sur notre soirée, il y a un mot qui est revenu chez nos 3 derniers intervenants, c'est le mot réaliste. En fait, il faut être réaliste. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui paye sur les réseaux sociaux. C'est bien favorisé dans les algorithmes TikTok, Instagram, le fait de tout montrer, d'être transparent. Et aujourd'hui, vous avez même des marques qui connaissent un certain succès grâce à leur aspect réaliste. C'est des exemples comme Patagonia, Cabaya ou le Style français, par exemple, qui disent on essaye, on fait au mieux qu'on peut, tout n'est pas parfait,
mais on dit là on fait bien les choses, on dit ce qu'on arrive à faire, et du coup il y a cet enjeu de transparence qui devient extrêmement fort. Donc aujourd'hui, ce serait quoi le combo idéal pour appliquer cette transparence? Il y a la communication, il y a les labels, on l'a vu précédemment, il y a l'explication quand on peut aux clients, mais on a aussi d'autres cas de transparence, comme je l'ai dit, dans la grande distribution, on va afficher le regard du producteur. Et on a cherché encore d'autres exemples, et donc ce soir, deux derniers intervenants, pour aller encore plus loin sur cet enjeu de transparence. Ce sera peut-être une conclusion importante de cette soirée. Et oui, Manuel, maintenant on va aller du champ au bouquet directement. Donc il n'y a qu'un pas avec Stéphanie et Laurent, et une très belle histoire. C'est celle de ce couple, un véritable binôme, comme nous pouvons voir dans un reportage de France 5. Alors, elle est fleuriste, lui est producteur en vente directe et production de fleurs. Stéphanie et Laurent, votre réel succès sera la belle histoire qui va conclure cette soirée sur la production française et son avenir. Alors c'est peut-être l'idéal parfait, quand on rêve tous, un modèle désiré par la société d'aujourd'hui et pour demain. Alors vous nous racontez un petit peu votre histoire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on commence par la partie... Racontez-nous votre histoire. Notre histoire. Notre histoire. Moi je suis fleuriste depuis 30 ans. Fille de fleuriste, donc à 8 ans je faisais déjà le bouquet dans le petit de ma mère. Et j'ai rencontré Laurent, agriculteur. Agriculteur, donc du coup, pareil, grandi dans l'exploitation agricole. Oui. Du coup, oui, donc dans les terres depuis toujours, production avant tout arbres fruitiers et légumes, à 50% chacun. Et du coup, donc, de notre rencontre, le mariage des intérêts se met en place. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on a commencé à lancer les cultures de fleurs sur l'exploitation. Donc, comme tout projet professionnel, on commence par des échantillons, on prend des semences, on prend des échantillons de toutes catégories qui se mêlent sur les 4 saisons. On voit comment ça se comporte dans notre sol, dans notre région, un petit peu capricieuse, on a des climats assez durs. Et puis il y a l'exigence de la fleuriste, bien sûr, ce pour ma part. Moi je suis côté artisan fleuriste, je lui demande des choses, je lui dis non, je ne peux pas. Pour l'exigence, on remercie le format hollandais des fleurs trop bas. Voilà, il a fallu s'habituer à ce nouveau style de fleurs, à le travailler, à avoir des bacs qui arrivent avec des fleurs qui sont de 20 cm jusqu'à 60. Donc forcément, il y a de la manutention, il y a derrière des budgets différents, et il faut apprendre aux clients à marcher avec ça, forcément. Ils sont très réactifs, les clients. Ils adorent le côté, c'est produit dans notre ferme, c'est vendu, c'est coupé frais. Ils sont assez friands de ça. Après, c'est une belle histoire, une histoire d'amour, mais il y a des insolites. Quand on est en bas au bureau, c'est Laurent est producteur de fleurs et moi je suis. Justement, Charles, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de récolte, de coupe, de tenue? Quel assortiment vous avez à peu près mis en place? Un assortiment assez régulier d'une dizaine de variétés? Alors, on a 5 ans de recul sur la fleur, et ceux qui ont les pieds dedans, ils doivent bien savoir que 5 ans c'est très tôt. On a les pivoines qui commencent à se réveiller, on va dire, en matière de croissance, de potentiel. On a pu faire que 2-3 fois les mêmes variétés. Donc, on commence à se poser la tête sur les tulipes. On a bien bossé sur les fleurs d'été. Les fleurs d'été aussi, c'est pas mal. C'est vrai que là, on répète chaque hiver, on remet donc la mémoire de ranocule. Ça réagit pas mal. La tulipe, elle pousse bien, mais on a de gros combats sur sa croissance, sa longueur de tige. Ça reste un métier. Une catastrophe. Bon, pour la pivoine, ça va, on est bien placé. En Provence, on a un sol qui est chaud, là on est. On a des confrères qui sont juste autour du Luberon, ils ont 20 jours de retard sur ce qu'on amène nous. Alors on étudie plein de choses. Il faut quand même pas se dire que c'est un tableau idéal. J'aime bien les reportages, j'aime bien les
publient sur Internet. Facebook, Insta, les jeunes fermes florales qui font des photos et qui vendent du rêve. Voilà. On est là justement pour la ce soir, hein, justement. Il faut quand même savoir encaisser 60 ou 80 heures par semaine de travail pénible. Voilà. Il faut savoir bosser quand il fait 45, il faut savoir bosser quand il fait moins 5 en ressenti avec du Mistral dans la boue. Et puis en deux, il faut savoir parler à son corps et lui dire écoute, t'as pas le choix, il faut qu'on continue. Ça, faut se dire qu'on ne vous donne pas 80 € de l'heure pour le supporter, et que des fois on n'est pas à 2,50 € non plus. Donc ça doit être des fleurs. Il faut quand même amener la réalité du thème. C'est ça. Ça doit être des fleurs, Laurent, mais il y a quand même une réalité, c'est de l'agriculture, c'est le côté paysan, la châtelaine. Alors, on va parler un peu de positif quand même. Stéphanie, comment les clients des boutiques perçoivent l'origine hyper locale? Parce que là, on est hyper frais, hyper local. Ah oui, c'est direct. Comme je dis souvent, on est de la terre au bouquet directement. Ils sont très friands de ça, ils comprennent les problèmes d'approvisionnement, les couleurs. Voilà. Si aujourd'hui j'ai que la renommée de cette couleur et que demain il y aura celle-là, ils sont très. Ils aiment avoir la surprise du jour en fait. Voilà, Laurent arrive et même moi. L'artisan un plus artisan producteur, on va dire, parce que c'est rien n'est certain, c'est un peu alors, de jeu. Artisan producteur, oui, mais ça fonctionne parce que chacun reste à sa place. Les producteurs de fleurs, et moi je suis fleuriste. Le truc, c'est que comme tout beau tableau, à un moment donné, il y a ses limites. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que des fois on n'est pas trop copains avec les fermes florifères parce qu'elles empiètent un peu sur notre domaine de compétences. Voilà. Je pense que les fermes produisent, elles ont besoin des fleuristes pour vendre. Bien sûr, elles peuvent vendre à la ferme, on va vendre à la ferme, mais vendre de la botte, un bouquet. Mais quand ça commence à tomber et attaquer les événementiels, les mariages, souvent, en fait, on téléphone à Laurent en premier pour demander un devis mariage. Donc il bascule sur les boutiques, bien sûr, parce que lui il fait pousser la fleur, mais ne crée pas le mariage, ne crée pas le bouquet de mariée, ne crée pas. Voilà. Et du coup, le tarif n'est pas le même, forcément. Mais on a des contraintes. Nous, on est commerçants. On est dans nos boutiques 10 heures par jour, souvent 7 jours sur 7. Nous avons des loyers, des salariés, des charges. Donc forcément, le prix du travail ne peut pas être le même d'un producteur qui vend des fleurs à la tique. Et je pense que ça fonctionne parce que lui produit et moi je travaille. Laurent, vous voulez intervenir? On pourrait comparer cette image qui devient assez conflictuelle. Quand vous mettez en place votre mariage, votre propre mariage, vous n'allez pas voir le pêcheur, vous n'allez pas voir l'éleveur bovin, vous allez voir un traiteur. Mais je pense que dans l'artisan, dans l'artisanat de la fleur, ce qui se passe en ce moment, pas forcément qu'en France, c'est vrai qu'il y a un mouvement assez mondial de se rapprocher des sourds, tout ça. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger parce que, après, si nous en production, on double les boutiques de fleurs partiellement, dans la saison des mariages, c'est pas non plus toute l'année, c'est quand même assez concentré. Imaginons que nous prenons leurs clients, quand nous produisons des fleurs d'hiver, et que nous avons fait couler les fleuristes parce qu'ils n'ont pas fait leur recette annuelle, je pense que nous allons tous nous éteindre ensemble. Tout simplement. Ça, c'est important. Alors, Laurent, quand même, la production, c'est votre cœur de métier. Alors, avec le recul que vous pensez avoir, quel conseil vous donneriez à toutes les personnes qui ont l'ambition de produire eux-mêmes leurs fleurs? Alors, les rêveurs, on les a déjà effacés d'un revers de main rapidement, mais quelles sont vraiment la réalité du terrain si on veut s'installer et produire de la fleur aujourd'hui? Alors, question difficile parce que donc, moi j'ai repris, j'ai maintenu des cultures qui n'ont pas de lien, on va dire, disons pour le maintien économique de notre structure. Après, quand je vois la réaction, la production des fleurs et les surfaces sont mêmes, nous aujourd'hui, on a 1 hectare de pivoine et on a 500 à 2000 mètres carrés de fleurs en serre selon la saison. Alors, vivre de la production florale exclusivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je la connais pas assez pour être assez précis sur la réponse. Mais
avec mes connaissances, je dirais qu'il ne faut pas être exclusif sur la fleur. Si on veut être en sécurité économique les premières années, le temps de découvrir tous les problèmes qui vont se présenter dans nos cultures, dans notre climat, dans notre, comment dire, dans les contraintes de notre région, de notre sol, moi je conseille à beaucoup de mettre des légumes à côté. Alors ça va un peu surprendre le sujet du jour, mais la sécurité avec des cultures comme des pommes de terre, des oignons ou des courges, vous mettez ça partiellement à quelque part d'un côté, ça ne vous demande pas de grandes compétences. Ça se récolte facilement en une fois et ça se stocke pendant des mois. Vous assurez une trésorerie, une rentrée. Pendant des mois, vous écoulez votre petit stock. Et le temps que vous fassiez des essais et des expériences sur les fleurs. Parce que les fleurs, ça peut arriver un matin, il peut se passer un ravageur, il peut se passer un champignon. Vous pouvez mettre vos dahlias, nous on a énormément de mulots, des campagnols. J'ai mis des lignes de dahlias, des 500, des 2000 euros de plants. J'arrive des jours après, il y en a plus un ensemble. Il faut pouvoir l'assumer financièrement. Voilà, bien sûr. Donc pour un départ, je conseille toujours la mixité, vraiment. Merci Laurent pour cet éclairage très important. Merci à Stéphanie. Alors merci à tous pour vos témoignages qui ont fait avancer ce sujet au sein de notre filière. Alors avant d'avoir le mot de la fin de Marie Frapin, directrice du salon, ou pas. Marie, non? Oui, un petit mot, et notamment l'intervention de notre président de valeur, notre artisan fleuriste Florent Moreau. Mais avant de conclure ensemble, Manuel, cette histoire, ce modèle économique avec Stéphanie et Laurent, alors ça nous laisse rêveurs, déjà, ça c'est clair, mais Laurent a mis en avant certaines réalités. Est-ce que ce modèle peut devenir scalable afin de mettre en place des modèles économiques viables? Ça. Effectivement, ça va être tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on parle de production florale à destination de la revente, donc qui repasse dans les circuits traditionnels, qu'on peut trouver en distribution chez les fleuristes, qui peuvent les utiliser pour les mariages comme la vente directe, ou est-ce qu'on va parler de autoproduction, c'est-à-dire j'ai une superficie agricole et je vends directement à la ferme ma production. Tout l'enjeu est là, et de ne pas mélanger ces deux débats. Pour autant, est-ce que c'est facile de produire? Non, la réponse a été non ce soir. Et on l'a vu aussi même en Belgique, Hollande, Danemark, historiquement très bien positionné sur l'horticulture et les plants d'intérieur. Quand il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie, ça a fait énormément de dégâts et beaucoup d'entreprises ont fermé. Donc c'est pas un sujet qui est aisé, nous n'oublions pas, c'est pas un produit de première nécessité non plus. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir une culture mixte avec notamment d'autres sources d'approvisionnement. C'est ce que recommande aussi de toute façon les chambres d'agriculture dans l'agriculture. On dit maintenant aux producteurs, ne réalisez plus que des monoproductions, faites aussi de la transformation, faites vos terrils vous-même, produisez des produits complémentaires et diversifiez. C'est un peu la recommandation aujourd'hui logique. Donc ce qu'il faut retenir de cette soirée aussi, c'est peut-être très littéralement le dernier exemple qu'on a eu là, c'est au lieu de vouloir tout faire, c'est un binôme en fait, c'est deux choses. C'est un couple, là dans notre cas de ce soir, mais dans la réalité c'est aussi un couple entre les métiers de la production et les métiers de la transformation et de la vente. Donc très littéralement, c'est aussi ça. Ce que moi je disais par rapport à la SAFER, c'est aussi que déjà légalement ce n'est pas possible. Donc là on l'a dit, ce qu'a rappelé Stéphane Salmon avec la production, quand c'est un couple avec le mari qui a la production et la femme qui va faire la transformation, là ça fonctionne. Mais légalement, c'est beaucoup plus facile. Donc, est-ce que c'est ça la conclusion? Et finalement, il faut regarder un peu plus l'amour dans le prêt et miser sur les bons agriculteurs. Vous avez vu Laurent très élégant ce soir, avec ça change l'image de l'agriculteur classique. Ça pourrait être ça la conclusion, mais en tout cas, pas mélanger ces deux idées, parce que finalement, les médias ont pu faire l'amalgame. Pour remettre le sujet au cœur le débat au cœur du sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un compte rendu qui sera édité à l'issue de cette soirée, et qui sera adressé à tous ces mêmes médias qui ont pu parfois égrener un peu la réputation, faire mal à nos métiers. Donc on va faire quelque chose de très pro, très professionnel, très cadré, et on va la laisser à donc une base de données qui fait à peu près 2000 journalistes aujourd'hui pour leur donner aussi cette intervention, ce son de cloche qui vient de la filière. Et donc pour conclure cette filière, on va passer le micro à notre président, donc Florent Moreau, qui pour ces 3 prochaines années va représenter, lui il est artisan fleuriste et représente très bien cette filière auprès des institutions
et de toute la profession. Fort en eux. Oui, bonsoir à tous. Merci d'abord pour cette soirée. Merci Anne-Marie pour cette initiative. Merci Franck pour cette animation. Et merci Manuel pour cette coordination et vraiment toujours très juste. J'ai la chance aujourd'hui de présider Valor, l'interprofession française du végétal, pour laquelle vous êtes tous cotisants et ressortissants. J'ai fait enlever du vocabulaire de l'équipe de Valor, qui est composée aujourd'hui d'une treizaine de 13 collaborateurs, le mot ressortissant, parce que je trouvais que le mot n'était pas très à propos. Je préfère plutôt parler de professionnels du végétal, parce que c'est ce que nous sommes tous. Je suis moi-même artisan fleuriste en Vendée, j'espère que vous le savez. Valor n'est pas un métier, n'est pas mon métier, c'est un véritable rôle de représentation, et c'est important pour moi de le préciser. Je vois Farel qui est là, j'ai présidé avant la Fédération française des artisans fleuristes, et je suis content de ce que j'ai entendu ce soir. On avait déjà eu l'occasion de l'entendre un petit peu au Salon du végétal pour la journée sur la fleur française. Parce que produire de la fleur aujourd'hui, mais hier et comme demain, c'est un métier. C'est ce qu'a souligné Stéphane en préambule dans sa première intervention. Produire de la fleur aujourd'hui, c'est un métier, ça relève de la production. N'importe qui ne peut pas s'inventer producteur, tout comme n'importe qui ne peut pas s'inventer fleuriste. Artisan fleuriste, c'est un métier. Vous avez tous fait 2, 4 ou plusieurs années d'études, mais ce sont vraiment des métiers pour lesquels il faut acquérir des compétences, des savoir-faire. Avoir la main verte, ça ne suffit pas. Je n'ai pas la prétention d'avoir la main verte, d'ailleurs avec la verte. Et c'est vraiment de véritables métiers. Le rôle de Valor aujourd'hui, c'est effectivement de valoriser en fait les atouts de la filière, de représenter cette filière et de faire en sorte que, même si ça peut paraître très éloigné de votre quotidien, l'action qui est portée par Valor, l'action dans laquelle vous cotisez de façon volontaire et obligatoire, mais surtout obligatoire. Volontaire parce que les familles qui vous représentent, les fédérations professionnelles qui vous représentent, se sont engagées dans cette démarche-là voici 20 ans. Depuis 20 ans, et obligatoire parce que la cotisation à Valor en fait, est étendue par arrêté ministériel. On aura l'occasion d'en reparler plus tard avec beaucoup de plaisir. Je suis très ouvert sur le sujet, j'ai beaucoup d'arguments. Je pense que l'image de Valor et le travail de Valor au quotidien auprès des fleuristes a beaucoup évolué ces dernières années, va continuer à évoluer. C'est la première fois où l'interprofession est présidée par un artisan fleuriste. Aujourd'hui, il faut savoir que les 45 000 entreprises de la filière, 200 000 collaborateurs professionnels de la filière, ça fait donc en moyenne entre 3 et 4 équivalents temps plein par entreprise. Donc la filière est composée essentiellement de petites entreprises. Pour autant, et pour la production, pour la partie qui nous concerne ce soir, j'ai eu l'occasion d'aller à IPM, un salon réputé aujourd'hui sur le végétal dans le monde, à IPM en Allemagne au mois de janvier. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte, et je vois Ernest Turc, mais elle est partie, je crois, on se rend compte en fait que quelques entreprises de la filière française et quelques entreprises de la production française font partie des fleurons de la production végétale mondiale. On n'en a pas beaucoup, on en a quelques-unes. Il faut effectivement regarder en fait ce qui se passe dans ces entreprises-là, tout le savoir-faire qui est déployé, toute la technicité qui est la leur et tout le niveau d'expertise qui est le leur. Parce qu'effectivement, ces entreprises, en fait, elles représentent notre filière, elles représentent la production française. Et c'est donc le thème de la soirée ce soir. Et moi, j'en retiens effectivement plusieurs choses. D'abord, c'est un métier, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est une notion de passion, mais pas que, surtout de professionnalisme. Et je suis persuadé que la filière, elle s'inscrit dans une démarche de continuité. On va de la production, du grossiste et à l'artisan fleuriste. Le producteur peut effectivement venir vendre une partie de sa production à la seule condition, et c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, à la seule condition en fait, qu'il ne vient pas empiéter sur le travail qui est celui de l'artisan fleuriste. Parce qu'effectivement, on constate aujourd'hui quelques fermes florales avec un modèle économique plus ou moins viable, osons le dire, plus ou moins viable, qui effectivement vont venir largement empiéter sur le domaine qui est celui de l'artisan fleuriste. Et ça, c'est une véritable problématique, d'abord en termes d'enregistrement, parce que l'artisan fleuriste il dépend d'abord de la Chambre des métiers, c'est pour ça que je parle d'artisan fleuriste. Vous êtes inscrit et au répertoire des métiers et au registre du commerce, mais vous êtes d'abord artisan. Alors que le producteur, lui, il dépend de la Chambre d'agriculture, il n'a donc pas vocation en fait à faire l'événementiel. La vente de végétaux lui est autorisée, mais la partie événementielle, la partie service ne lui est pas autorisée. Et pour ce faire, il n'est pas enregistré à ce titre-là. Et donc effectivement, ça c'est un sujet qui est très prégnant chez Valor, effectivement que chacun conserve la place qui est la sienne, avec le niveau d'expertise qui est attendu. Et toute l'ambition en fait, du projet stratégique a été porté par Valor, qui a été dessiné par l'ensemble des présidents de famille
des 10 présidents de famille qui composent l'interprofession effectivement jusqu'à 2030, se disent en 3 points. Le premier sur l'attractivité métier, parce qu'on est tous confrontés aujourd'hui à des problématiques de recrutement dans nos entreprises, et surtout de pérennisation et de transmission des savoir-faire. C'est effectivement, je parlais tout à l'heure de professionnalisme. Il faut transmettre ces savoir-faire, il faut qu'on puisse valoriser ces savoir-faire. La deuxième ambition relève sur la compétitivité économique de nos entreprises. Le rôle même de valeur, et comme je le disais, il peut paraître assez éloigné en fait, du quotidien de nos entreprises. Je ne m'arriverai plus mon entreprise dans ce lot-là. Mais effectivement, le rôle de valeur des 13 permanents de valeur et des 90 bénévoles, professionnels bénévoles qui s'investissent dans les différentes instances et les commissions de valeur, c'est effectivement de préserver le périmètre économique de vos entreprises. Ça va vous sembler très éloigné, mais pas plus tard qu'un mois d'un mois, dans le projet de loi d'orientation agricole a été inscrit pour la toute première fois le mot horticulture. C'est un véritable combat en fait de la part des équipes de valeur qui sont engagées au quotidien à valeur pour faire inscrire ce mot-là, parce que demain, il va pouvoir permettre en tout cas d'activer des leviers pour qu'effectivement des porteurs de projets en termes de ferme florale ou de production végétale puissent être accompagnés ou en tout cas aidés par la collectivité, au moins sur le plan, du conseil, puissent être accompagnés par la collectivité. Et donc ça pour nous c'était un véritable combat qu'on a su remporter. Et aujourd'hui vous êtes tous confrontés, alors c'était un peu luché sur la problématique des résidus pesticides ou de produits phytosanitaires sur la fleur coupée. Effectivement, vous savez que l'interprofession valeur représente donc l'ensemble de la filière végétale française, que l'approvisionnement du fleuriste, c'est entre 80 et 85% de la fleur qui est commercialisée en France, est issue du marché européen ou international. Et donc effectivement, le rôle de valeur, c'est de ne pas opposer cette filière d'import, de production internationale, et de filière de production française. Comme il disait Gilles tout à l'heure, le Var, aujourd'hui, qui produit un peu plus de 40% de la production française, avec 190 millions de fleurs produites en France chaque année, le Var, qui produit 40% de cette production-là, génère aussi 90% des exportations de fleurs françaises, et on ne peut évidemment pas opposer en fait l'import et la fleur de production française. Les deux sont complémentaires. Le Var est une région de production, comme le sont d'autres régions de production de fleurs dans le monde, qui vont être spécialisées sur tel ou tel produit. La force des producteurs français en général, c'est d'être souvent de petites unités de production et sans rien de péjoratif, sans absolument rien de péjoratif, mais avec toute l'agilité qui la leur et celle qu'on leur connaît. Les producteurs français vont avoir la faculté de pouvoir s'adapter en termes de production, de pouvoir se réorienter suivant la demande du consommateur, parce que n'oublions pas que ce qui fait notre business, ce qui fait notre modèle économique, c'est avant tout de satisfaire le consommateur. C'est lui notre donneur d'ordre, en fait. Mais effectivement, il faut répondre à ces attentes. Voilà. Merci Florent Moreau. Alors déjà, on peut se réjouir de la présence d'un artisan fleuriste à la tête de Valeur. On vous souhaite, Florent, écoutez, 3 belles années à la tête de l'interprofession. Merci Manuel Ricard du cabinet de Tendance Fleurosphère pour m'avoir accompagné. Un petit mot en plus. Laurent, juste un petit mot de vous avez rendu 9h30 avec Excellence Végétale et plusieurs intervenants pour une conférence sur la fleur française. Allez, Anne-Marie Fapard, donc directrice du salon, clôturera ce soir. Eh bien, merci à tous parce que c'était vraiment très intéressant, enrichissant et pertinent. Et donc, effectivement, demain, je donne rendez-vous à 9h30, 10h pour la table ronde, avec aussi des fleuristes qui vont intervenir sur le sujet et qui vont vous parler de leur ressenti direct boutique. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci encore à tous.